Ce matin donc, pour démarrer ensemble notre semaine du numérique. Donc une semaine de webinaires sur différents thèmes du numérique pour vous accompagner dans vos entreprises. Donc ce matin, on va commencer avec le site internet, voilà, le site vitrine, le b.a.-ba. Qu'est-ce que c'est? À quoi on doit penser avant de se lancer? Et puis je garde un peu de suspense pour après. Donc, on est en format webinaire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas échanger directement avec nous à l'oral. Mais par contre, vous pouvez le faire, merci David, via les onglets qui sont en dessous de votre écran. L'onglet Q et R et commenter. Donc, on vous incite plutôt à utiliser l'onglet Q et R pour poser vos questions, ce qui nous permet après de les regrouper et de vous répondre directement, soit en individuel ou à l'oral en collectif. Voilà. Donc, on va se présenter. Donc, on est une équipe régionale, donc sur tous les départements de Bourgogne-Franche-Comté. David fait même d'ailleurs 2 départements. Et voilà, donc tous différents, avec des compétences différentes et qui nous permet de répondre à l'ensemble de vos demandes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter sur chacun de nos départements si vous avez des questions au niveau numérique. On est là pour y répondre. Donc l'avantage, donc bonjour à tous, donc je suis David, je suis placé donc effectivement sur le 97-25. L'avantage c'est qu'on couvre l'intégralité de la Bourgogne-Franche-Comté et donc on est évidemment en mesure de venir chez vous pour étudier vraiment au plus près les problématiques ou les projets, plutôt parler de projets que de problématiques, vos projets numériques. Alors, un site internet. Donc, on va voir ce matin, effectivement, ce grand sujet qu'est le site internet. C'est un incontournable dès lors qu'on parle de numérique. Alors, on parle, évidemment, on va essentiellement parler de site internet, mais pas que. On peut aussi souligner qu'il y a, en termes de présence sur internet, il n'y a pas que le site internet. Il faut également soulever le sujet des réseaux sociaux qui prend évidemment une place excessivement importante sur votre présence numérique. On peut également parler des fiches établissements Google qui sont aussi des standards. Hein. Nous, dans les premiers, les premiers conseils qu'on donne sur une entreprise artisanale, c'est évidemment d'ouvrir une fiche établissement. C'est la première des choses à faire. Puis ensuite, commencer à déployer des outils, donc avec des sites internet. Alors, on va voir ça de manière très approfondie ce matin sur les sites internet. Évidemment, deux gros moyens de faire un site internet aujourd'hui, qui sont les plateformes, que sont les Wix, Jimdo, et également ce qu'on appelle des CMS, c'est-à-dire que ce sont des logiciels de contenu. Le plus célèbre d'entre eux, c'est WordPress. Donc là, Mélodie, donc tout ça pour vous dire que le site internet n'est pas que le seul moyen de vous présenter en ligne. Il y a d'autres solutions. Et donc, Mélodie va commencer à vous poser des questions. Et oui, parce qu'avant de se lancer, avant de créer son site internet, parce qu'on se dit, ben voilà, je vais le créer, c'est facile, peut-être ou pas. Et puis, je me lance. Mais pour gagner du temps et pour savoir si vraiment ça vaut le coup et si c'est utile pour vos entreprises, on va se poser un certain nombre de questions avant de se lancer. Donc déjà, pourquoi est-ce que mon entreprise aurait besoin d'un site internet? Voilà. Qu'est-ce que j'en attends de ce site? C'est-à-dire, est-ce que je veux vendre par ce biais-là? Est-ce que je veux juste me faire connaître différemment? Est-ce que je veux montrer l'ensemble du savoir-faire que j'ai? Est-ce que je veux capter, avoir des contacts via ce biais-là? Donc ça, ce sont des questions à se poser avant de commencer à créer son site internet. Donc savoir pourquoi, quel est l'objectif pour moi, pour mon entreprise et qu'est-ce que j'en attends. Et puis, je vais réfléchir aussi à ma cible. Est-ce que dans mon entreprise, mon activité, ma cible de base sont les particuliers? Peut-être que c'est les professionnels, peut-être que c'est les collectivités ou autres, parce que je vais m'adresser différemment en fonction de ma cible. Parfois, je peux même avoir peut-être 2 sites internet en fonction de la cible à laquelle je m'adresse, parce que je vais le construire différemment. Donc ça, il faut bien que j'y pense avant de créer mon site internet.
parce que ça va après enchaîner différentes solutions pour le créer. Voilà. Et est-ce que j'ai bien réalisé mon étude de marché? Donc, ça rejoint un peu la cible, les objectifs, mais ça peut être aussi sur quel périmètre, en fait, je vais être visible. Je m'explique. Est-ce que, par exemple, c'est que sur la France? Est-ce que c'est sur l'Europe? Est-ce que c'est autre sur le monde? Ou est-ce que j'ai des zones géographiques spécifiques? Ça, c'est important parce que je vais travailler peut-être mon référencement différemment après, en fonction de ma cible, en fonction de ma zone géographique sur laquelle j'attends d'avoir des contacts. Voilà. Et donc là, je pense à moi en tant qu'entreprise, mais quel message est-ce que j'ai à diffuser? Quelles sont les attentes de mes visiteurs? Est-ce que voilà, je vais essayer toujours de répondre à un besoin. Donc, du coup, je vais faire mon site internet en fonction aussi des attentes des utilisateurs de mon site pour qu'il soit le plus dynamique et qu'il fonctionne le mieux possible. On n'y pense pas et on y reviendra, je pense, après. On pense que c'est rapide. Une fois que le site est créé, c'est fait. Voilà. Je vais avoir du temps quand même, mais c'est vrai, on a souvent ce cas-là. C'est vrai. Le site internet demande quand même à consacrer du temps. Donc, il faut bien le prendre en compte avant de créer le site. Voilà. Et le temps de création aussi. À quelle date est-ce que mon site doit être mis en ligne? Ça me permet en fait d'avoir une deadline et j'ai X temps pour travailler dessus au préalable. Je vais faire des tests pour voir s'il fonctionne bien et je vais le mettre en ligne après définitivement qu'une fois où il sera bien créé pour ne pas pénaliser mon référencement par la suite. Pensez aussi que vous allez avoir des mises à jour à faire régulièrement sur le site internet, même si c'est un site vitrine et qu'on n'a pas de fiche produit à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de pire, en fait, quand on consulte Internet, de voir un site qui est hyper obsolète, qui est moins moderne, et on ne sait pas, du coup, est-ce qu'il a été mis à jour? Est-ce que l'entreprise, elle est toujours d'actualité? Est-ce qu'elle est toujours créée? Est-ce qu'elle est là? Ou est-ce que c'est périmé, tout simplement? Donc, pensez-y, ça c'est hyper important, de penser au temps que vous allez vous dégager pour faire les mises à jour. Après, bien sûr, la création du site Internet. Et ça veut dire qu'il va falloir que je réfléchisse à qu'est-ce que je dis sur mon site, quel message est-ce que je diffuse, parce qu'il va falloir que je crée du contenu dans mon site Internet. Ouais, Voilà. et qu'est-ce que, alors pour aller dans ton sens, Mélo, c'est aussi que comment je m'adresse à mes clients. Ça, c'est vraiment important. Souvent, nous, on voit avec l'expérience qu'on a des entreprises, les entreprises ont un peu tendance à utiliser leur jargon et donc, du coup, à ne pas être adapté à leurs clients. Donc, il faut vraiment toujours, enfin, on en reparlera plus tard, Oui. mais vraiment toujours s'interroger de voilà, la La ligne face, éditoriale, ouais. le contenu que je mets à disposition de mes clients qui doit être absolument adapté à mes clients. On ne pourrait pas concevoir que si vous avez une clientèle d'ados, vous leur parliez comme à des avocats ou des médecins. Évidemment, le ton est différent, donc il faut vraiment toujours avoir voilà, cet objectif-là en tête. Hop là. Donc après, on va parler forcément budget. Voilà. Il y a la partie coût argent, il y a la partie coût temps qu'on vient de voir, hein, le temps à consacrer à mon site internet, à sa création et à sa mise à jour. Et il y a la partie donc chiffres forcément. Est-ce que je pars sur un site vitrine ou un site e-commerce? Pourquoi je me pose la question? Déjà, à la base, est-ce que je veux vendre sur Internet ou pas? Le prix va changer en fonction du site e-commerce ou site vitrine. Là, il y a deux solutions aussi après, hein. Soit vous faites le site Internet vous-même, auquel cas, c'est à moindre coût parce que vous allez avoir juste le nom de domaine, l'hébergement à payer, mais ça va vous coûter du temps. Voilà, mais moins d'argent. Et on peut sinon passer par un prestataire aussi. Donc là, j'ai moins de coûts en temps parce que je vais déléguer la tâche et eux vont très bien s'en occuper. Mais par contre, forcément, je vais me dédier un budget spécifique pour la création du site Internet via mon prestataire. Le site sera-t-il personnalisé? Est-ce que je vais sur un style, voilà, le style très standard, simple, ou est-ce que je vais un peu plus loin dans la création du site avec vraiment des applications spécifiques pour vraiment avoir quelque chose qui me corresponde à moi? Et auquel cas, il peut y avoir certaines extensions qui peuvent être payantes dans certains cas.
Et pensez toujours à ce que le site soit bien flexible. On entend flexible, c'est-à-dire qu'il puisse être visible et lisible sur tous les appareils. Aujourd'hui, c'est hyper important. On sait, on passe la majorité de notre temps sur le téléphone. Vos clients vont regarder votre site internet sur votre téléphone. Veillez à ce que votre site soit bien ce qu'on appelle responsive, donc qu'il soit adapté sur tout appareil mobile, tablette, smartphone, etc. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Et ça se réfléchit dès le début du site pour ne pas avoir à créer un site qui après demande énormément de modifications. Ce serait quand même dommage de perdre du temps pour le coup. On n'en a tous déjà pas suffisamment. Donc, il faut bien y penser en amont. Donc, pensez aussi au budget que vous allez y consacrer. Budget en temps, budget en argent. Voilà, je fais bien le parallèle des deux. Et qui va gérer le site internet? Est-ce que c'est vous ou est-ce que vous allez déléguer cette partie-là? Ça peut être une personne de l'entreprise. Vous faites toute la création du site, voilà, il vous appartient et vous pouvez après déléguer une partie, par exemple, juste pour l'écriture, la mise en ligne de nouveaux articles, etc., à, par exemple, une personne dans l'entreprise qui s'en occupe, votre associé ou la secrétaire qui adore faire ça, peut-être. Ça peut être tout à fait possible. Voilà, donc ça peut être une personne en interne, ça peut être une personne en externe ou un prestataire. Donc, par contre, là, il faudra bien définir les conditions avec cette personne-là pour que ça réponde à vos besoins, à votre, voilà, bien définir une charte éditoriale, hein, j'ai envie de dire, pour que ce soit transparent pour l'internaute, tout simplement. Voilà. Puis de bien s'intéresser. Alors, si c'est une personne en interne, effectivement, c'est désormais assez simple parce que les outils ont beaucoup évolué. Alors, je dis toujours, c'est un peu à la portrait d'un traitement texte, mais c'est un peu vrai, quoi. On est un peu dans ces outils-là. Donc, ça, c'est pour quelqu'un en interne. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit transfert de compétences à mettre en place. Sinon, si c'est quelqu'un, un prestataire extérieur, il va falloir il y aura un contrat. Bien vous assurer également de la durée de ce contrat, du montant, enfin voilà, que vous ne partiez pas dans une galère financière pour une question de mise à jour. Hein, des fois, il faut aussi regarder ces sujets-là qui peuvent coûter très cher. Et j'ai une expérience en cours. Et puis, voilà, on était globalement au prix d'un salarié, au prix d'un salaire chargé tous les mois, quoi, pour la mise à jour de site internet. Donc, voilà. Voir si ça en vaut vraiment le coup, Et puis, sachant qu'en passant par un prestataire, ça peut ne pas être aussi rapide que vous ouais, l'imaginiez. Parce que souvent, on veut mettre à jour son site rapidement parce qu'on y pense, il y a quelque chose à mettre, c'est hyper important, c'est une actualité. Voilà, il faut la mettre tout de suite en ligne. Et le temps passé par le prestataire, ben, parfois, voilà, lui aussi a ses délais. Et ça ne peut, voilà, parfois, ça ne répond pas forcément en termes de rapidité d'exécution. Donc, pensez-y aussi. Donc du coup, on le disait, vous avez, je le disais tout à l'heure, on va réfléchir au niveau du budget si on fait le site internet nous-mêmes ou si on passe par un prestataire. Donc ça fait partie des solutions en fait pour créer le site internet parce qu'il en existe trois à notre sens. Soit vous le faites vous-même. Dans ce cas-là, c'est à moindre coût. C'est un coût en temps, mais pas en argent. Vous allez uniquement avoir le nom de domaine et l'hébergement. On reviendra après dessus pour savoir ce que c'est exactement. Donc, il n'y aura que ces deux éléments-là, en fait, qui seront facturés. Il y a des plateformes qui existent. Donc, nous, par exemple, on passe souvent par WordPress, mais il en existe d'autres qui vous aident à créer le site Internet. Donc, c'est une sorte de plateforme qui propose en fait de vous aider de façon très simple, facile et ludique à créer votre site. Et comme disait David, c'est comme du Word en fait. Je vais faire des pages un peu Word qui vont être mises après en ligne et en page différemment sur mon site internet. Ça, je vais pouvoir tout le coordonner à l'intérieur. Donc ça me permet de créer mon site internet assez facilement entre guillemets.
Et donc, de façon solo, enfin voilà, je suis seule à créer mon site et ça fonctionne très bien. Et c'est ce qui est vraiment à moindre coût pour vous. Par contre, ça implique d'avoir quand même des bonnes connaissances entre guillemets, c'est d'être à l'aise avec l'outil informatique. Voilà, ne pas avoir peur de faire des recherches aussi pour aller plus loin dans la création du site. Voilà, ça, c'est hyper important. Deuxième solution, je suis un peu seule, mais accompagnée, mais je ne passe pas par un prestataire, c'est la formation. Donc, dans ce cas-là, on va vous aider ensemble en formation à créer votre site Internet. Donc, vous allez toujours en être propriétaire, hein, vous allez avoir votre nom de domaine, votre hébergement, et nous, on va vous aider à utiliser les outils de création de site Internet. Donc, à l'issue de la formation, l'avantage, c'est que votre site, il est prêt à être mis en ligne directement avec son contenu, avec son design qui vous correspond bien. Et vous n'êtes pas seul, du coup, dans la phase de création de site qui n'est pas toujours évidente pour certains. Et la troisième solution, eh ben, je délègue. Donc, au niveau du temps, ben, c'est cool parce que je donne la charge à quelqu'un d'autre, je ne m'en occupe pas. Mais par contre, au niveau financier, ça coûte un petit peu plus. Donc après, voilà, c'est différent entre sites vitrines et sites e-commerce. Voilà, ça, après, vous faites des devis. Mais là, donc, vous laissez faire les pros du métier et vous passez directement par des agences de communication, des créateurs de sites Internet. Voilà, il peut y avoir de grosses entreprises qui font ça ou des indépendants. Voilà, donc après, à vous de faire votre choix en fonction de vos besoins. Par contre, toujours 3 devis, hyper important. Et même si vous passez par un pro, n'hésitez pas à venir nous voir et nous montrer les devis. Nous, ça nous permet en fait de vous aiguiller, de vous aider dans votre réflexion, à savoir s'il est OK, le devis, s'il n'y a rien de bizarre et si tous les points sont bien respectés pour que vous puissiez être bien après pris en charge par le prestataire. Voilà, on agit là en tant que vraiment conseil pour vous, pour que votre site Internet soit bien réalisé, tout simplement. Voilà. Donc, pour mettre en... Voilà, on se pose plein de questions. On les a vues, hein, vraiment, différents points abordés avant de créer le site Internet. Donc, le mieux, c'est de les regrouper ensemble et de les structurer. Donc, nous, on appelle ça un cahier des charges. Enfin, tout le monde appelle ça un cahier des charges, d'ailleurs. Et ça va vous permettre, en fait, de poser les choses directement de façon très claire et précise avec des étapes. Et ça va vous aider, ce cahier des charges, à définir en fait la stratégie. Comme la stratégie de votre entreprise, et bien là, la stratégie du site Internet. On va refixer les objectifs. À quoi me sert mon site à quelle cible est-ce que je m'adresse quel est mon but quels sont les besoins des clients et quelles sont les spécificités techniques qui peuvent être mises en place au sein du site. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un document qui peut vous servir après, si vous passez par un prestataire, à être utilisé comme base, en fait, comme base de négociation ou comme référence, voilà, pour établir le devis avec votre prestataire. Donc, ça, c'est hyper important. Ce cahier des charges, on peut le faire ensemble. Il n'y a aucun souci avec ça. Et on va définir donc tous les paramétrages et toutes les fonctionnalités du site dont on a besoin. Voilà. Donc, c'est vraiment un moment important. Souvent, on fait un premier rendez-vous, on va en fait faire un brainstorming géant, on va tout poser. Et après, à l'issue d'un deuxième rendez-vous, on va vraiment caler les choses de façon très précise. Ce n'est pas une perte de temps puisque ça vous en fait gagner par la suite au moment de la création du site, que vous passiez par un prestataire, que vous le fassiez vous-même ou même en formation. Au contraire, c'est même un préalable à la formation, ce qui fait gagner du temps à tout le monde et au moins, on arrive au premier jour de formation, on sait ce qu'on veut et on va droit direct dans le sujet, on ne tourne pas autour du pot. Voilà. Et ça permet aussi, j'allais oublier, de fixer le planning. On en parlait au tout début. Quand est-ce que je veux que mon site soit mis en ligne? Et donc, le fait de réaliser le cahier des charges, outre le fait que ça fait gagner du temps, on va fixer justement les étapes clés avec les phases de test, avec des dates très précises. Et ça nous permet de nous engager dans la durée et d'avoir une deadline à respecter forcément.
Alors, ce qui peut être intéressant, je rebondis sur ce que Mélodie disait tout à l'heure. Le cahier des charges, il peut être aussi un élément important d'une consultation. Mais Mélodie disait tout à l'heure qu'il fallait, si vous aviez besoin de consulter des professionnels, c'est là que le cahier des charges peut être aussi très intéressant. En fait, vous allez consulter ces professionnels avec votre cahier des charges. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez établi votre cahier des charges, vous allez envoyer ce document-là à plusieurs professionnels et vous êtes sûr ainsi que tous les professionnels qui vont vous répondre, ils vont vous répondre sur une même demande qui sera celle du cahier des charges, en fait. Ça, c'est vraiment important comme quand vous faites un appel d'offres ou une consultation, c'est le même principe. Là, en fait, vous allez mettre ce document-là au milieu de votre demande en définitive avec les professionnels. Et au moins, vous êtes sûr que le professionnel qui va vous répondre va bien vous répondre sur la demande que vous avez exprimée et pas sur un ressenti qu'il aurait eu lui. Vous voyez le truc. Donc ça, c'est vraiment important. Ce document, nous, les conseillers numériques, on est vraiment accro à ce document-là parce que il a le gros avantage, de réfléchir, comme disait Mélodie, au site Internet et pas uniquement penser à l'outil dont on va parler dans quelques instants, mais voilà, de vraiment penser au contenu, à comment on le construit, etc. Et une fois encore, enfin, on l'a tous expérimenté, quand vous consultez des professionnels, envoyer un cahier des charges, c'est quand même quelque chose qui est quand même drôlement rassurant pour tout le monde, évidemment, à commencer par vous, quoi. Et c'est très apprécié des prestataires. Au Ouais, contraire, même parfois on rééchange si on a vu la personne en amont sur les besoins pour recaler les choses. ouais. Donc, ils sont très prenants de ça aussi. Et voilà, vous, ça vous fait aussi une matière aussi après voilà, échanger. Et moi, vous savez ce que vous voulez, quoi. Mm. Ouais. Alors après, à contrario, il faut aussi se dire que si ce n'est pas écrit au cahier des charges, ça n'existe pas. Hein. C'est-à-dire que Oui, si vous avez envie d'une mm. fonction et que vous ne l'avez pas écrite, voilà, ça fait forcément un surplus, mais au moins vous avez ce document qui est vraiment un document de Mm. référence et qui est vraiment important. Alors, les outils, on va voir, alors les outils, les solutions, en fait, on va voir un petit peu ce qui existe en la matière. Alors, en fait, aujourd'hui, vous avez deux façons de faire un site Internet, en définitive. Soit vous avez le site vitrine, c'est-à-dire que ça va être un site sur lequel vous allez présenter votre activité. Alors, c'est vraiment le site j'allais dire basique, mais c'est pas Mm. péjoratif, c'est-à-dire que c'est vraiment le premier niveau du site Internet. Aujourd'hui, évidemment, un plombier chauffagiste ou bien un couvreur va pas faire de la vente en ligne. Donc, évidemment, un site vitrine, ça s'impose et c'est évidemment la solution, la solution qu'on va retenir. Donc, le gros avantage, c'est que voilà, c'est la facilité de réalisation, parce que c'est un site vitrine, c'est assez simple à faire. Euh, à contrario du site e-commerce, où là, vous allez avoir en fait la même chose, c'est-à-dire que vous allez avoir un site vitrine aussi, mais la différence, c'est qu'il va falloir réfléchir là aussi. Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas que la solution. Il va falloir aussi penser à tout ce que vous allez vendre sur ce site Internet. Et vente, ça veut dire aussi parler de prix. Donc, quand vous allez avoir un site e-commerce, il va falloir penser au prix que vous allez vendre en y incluant le prix de l'expédition, en y incluant le prix des moyens de paiement, parce que quand vous allez prendre un moyen de paiement comme PayPal ou Stripe ou SumUp enfin, ou en carte bleue, évidemment, ça va avoir des coûts pour vous. Donc, ces coûts, il va falloir évidemment le répercuter sur votre prix de vente. Donc, il va falloir réfléchir un petit peu en amont au prix. Pensez également sur la partie e-commerce à ce que vous allez décliner. C'est-à-dire qu'en fait, le but du jeu, il va falloir essayer de rationaliser l'information et d'essayer plutôt que de créer je sais pas moi, si vous vendez des colliers, par exemple, si vous fabriquez des colliers, plutôt que d'avoir trois colliers avec une taille différente, bah, plutôt avoir un collier. On va référencer un collier, mais on va avoir à l'intérieur trois tailles, trois tailles qui seront petit, moyen, grand. Et on aura toujours le même collier qui va se décliner en trois versions différentes, plutôt que d'avoir trois produits. Hein. Donc il va falloir réfléchir un peu aussi à ces choses-là, au descriptif.
le site le site e-commerce n'est pas voilà, c'est pas plus facile parce que c'est du e-commerce. Il faut vraiment penser, on parlera largement tout à l'heure des contenus, il va aussi falloir beaucoup penser au contenu qui est encore plus vrai sur le site e-commerce. Alors, il y a deux façons, d'autres choses aussi. On parle du blog et de l'espace annuaire. Le blog, j'ai un peu du mal à le dissocier du reste. Pour moi, le blog fait complètement partie du site Internet. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose à part, c'est quelque chose qui est intégré au site Internet et qui peut être furieusement pratique pour faire de l'actualité, c'est-à-dire faire vivre votre site internet. Voilà, vous allez faire un salon, vous allez vous allez vous référencer une nouvelle marque. Enfin voilà, vous allez pouvoir ramener un peu de l'actualité qu'on appelle l'actu chaude dans ce blog plutôt que de refaire une page. Donc pour moi, le blog s'intègre complètement au site qui soit e-commerce ou vitrine d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment important. Après, l'espace annuaire, là, c'est un peu autre chose. Bon, c'est un échange de liens. Donc voilà, ça sert au référencement. C'est pas tant le sujet aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut mieux qu'on axe notre présentation sur le site vitrine, le site e-commerce. Et pour moi, il faut encore le blog qui est vraiment quelque chose qui est important. On parlera, non pas rapidement d'ailleurs, on parlera vraiment du référencement tout à l'heure. Le blog, c'est vraiment un outil qui est assez important parce que Google est assez fan d'actu qu'on appelle une fois encore de l'actu chaude. Et c'est pour ça qu'il faut avoir ce genre d'outil sur son site internet. Je te rejoins à 3000%. Ouais. On Merci. pensait que le blog, c'était périmé, mais en fait, ça sert vraiment. C'est un outil au référencement aujourd'hui et ça vous permet de créer des articles d'actualité, comme tu disais, qui vont permettre de la mise à jour, de rajouter des nouveaux mots et donc, du coup, d'améliorer le référencement. Mais on en reviendra tout à l'heure. Ouais, c'est un peu le côté, moi je le vois un peu comme ça, c'est un peu le côté réseau social, mais à l'intérieur de son site. Si vous voyez un peu ce truc-là où on va donner une actu et voilà, ça permet c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Alors, les principales solutions, on va les lister rapidement. On va surtout les détailler après. On a en fait aujourd'hui deux grosses façons de faire. En définitive, on a soit ce qu'on appelle les plateformes, c'est-à-dire que ce sont des Jimdo, Wix, on peut encore parler de Mozello, Google Sheets. En fait, voilà, vous avez en fait des coquilles qu'il faut remplir comme ça. Donc ça, ce sont des plateformes. Donc vous posez, alors on fera le descriptif après des plus, des moins. Vous ne posez pas trop de questions sur l'outil en définitive. Vous savez globalement que vous allez réussir à sortir un site internet avec une plateforme. À contrario des CMS, donc en fait les CMS, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait on appelle ça des logiciels de contenu, que sont WordPress, PrestaShop, on peut parler de Joomla aussi ou Drupal, qui sont des outils en définitive un peu plus poussés qui vous permettent de faire des sites internet. WordPress, on va en parler beaucoup. WordPress est un outil qui initialement était fait pour faire des blogs, justement. C'est un des premiers logiciels de gestion de blogs et qui a excessivement évolué et qui permet aujourd'hui, c'est une solution les mieux, on ne va pas faire de faux suspects, c'est une des solutions les mieux sur le marché pour faire du site internet. Pour preuve, les pros utilisent WordPress. Donc c'est vous dire à quel point ce logiciel est évidemment important. Alors, les plateformes en ligne, en gros, qu'est-ce qu'on peut se dire là-dessus? Donc, ce sont les Wix, Jimdo, Mozello. Donc, on l'a dit, vous créez des sites rapidement, facilement pour faire des sites vitrines, voire même on peut faire des e-commerce avec des plateformes. C'est le cas de Wix. Pas besoin de compétences techniques particulières. En gros, voilà, c'est du drag and drop. Je mets mes photos, etc. Voilà. En fait, c'est l'outil un peu pré-mâché, on peut dire comme ça, c'est-à-dire que vous mettez vos textes, vous mettez vos images, vous choisissez votre mise en page, ça se fait de manière assez simple. Coût modeste, oui, je suis attiré, mon œil est attiré par
l'alinéa où c'est marqué coût modeste, vous allez voir que ce n'est pas tellement vrai. En définitive, le coût n'est pas si modeste que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui fait la force des Wix, enfin de Wix pour le coup, c'est qu'il est excessivement bien référencé. Alors, je parle de la plateforme, je ne parle pas des sites qui sont faits avec. Mais en termes, donc ça veut dire que en fait, il est très connu parce que les sites sont assez jolis, ils sont faciles à faire. Par contre, en termes de coût, c'est pas modeste. On verra tout à l'heure. Un site construit avec un CMS, là, évidemment, ça demande un petit peu plus de réflexion. Donc, ça rejoint un peu ce que Mélodie vous disait tout à l'heure sur le cahier des charges, de bien réfléchir au contenu, à comment on va présenter, etc. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas y aller au talent, comme disent les ados maintenant, vous ne pouvez pas y aller au talent sur un CMS. Il faut quand même un peu avoir anticipé le sujet, enfin, le site Internet pour le coup. Les compétences techniques, ça peut aider. Alors, même si des outils comme WordPress sont très, très euh, renseignés sur Internet, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de contenus qui vous permettent assez facilement d'amener de vous amener des compétences sur WordPress, il vaut mieux quand même voilà, se mettre un peu sur le sujet avant, peut-être partir en formation, etc. Et après, évidemment, vous allez pouvoir rajouter des extensions ou des modules qui vont vous permettre, par exemple, d'ajouter un formulaire de contact, d'ajouter de la boutique en ligne, parce que finalement, avec WordPress, c'est complètement possible aussi. Donc voilà, donc vous avez un peu, c'est un peu comme votre téléphone portable. En gros, vous avez votre téléphone de base qui fait deux, trois fonctions. Et après, si vous voulez rajouter des fonctionnalités, vous allez rajouter des applis. Donc, dans WordPress, on appelle ça des extensions, mais le principe est le même. Pour rajouter des fonctionnalités à votre site, en fait. Le fameux facteur temps. Le fameux facteur temps. Alors, effectivement, la plateforme en ligne, bah, peu de compétences, donc du coup, on y passe moins de temps, hein, c'est-à-dire qu'on on remplit des cases. Et évidemment, on ne se prend pas trop de chou non plus, puisque l'outil, je vous l'ai dit, est pré-mâché. Donc là, ça se fait assez facilement. Le CMS demande un petit peu plus de temps, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il va falloir peut-être vous former, enfin au moins vous renseigner, vous cultiver, je dirais, sur le sujet du CMS. Mais le gros avantage, c'est moi qui l'ai fait du site internet et là de A à Z avec le CMS. Et puis voilà, c'est la satisfaction. Puis au moins vous connaissez, je dirais, l'outil dans ses moindres détails, puisque vous êtes passé par ces moindres détails, vous aurez fait vous aurez tout fait, quoi. Y compris une fois encore, hein, y compris une fois encore la boutique en ligne qui peut complètement rentrer là-dessus. Alors, on le disait, hein, je vous le disais à l'instant, ce marché du CMS est largement, vous le voyez, largement dominé par un outil qui s'appelle WordPress, en fait. Donc, WordPress, faites attention, vous ne jetez pas sur votre Google après cette présentation. WordPress, il y a deux outils en définitive. WordPress, vous avez l'outil qui est WordPress.com, qui est une plateforme. Donc là, je vous ramène à ce que je vous disais tout à l'heure sur Wix. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un outil WordPress où vous allez payer quelque chose qui va vous donner un WordPress. Mais nous, c'est vraiment pas ce qu'on préconise. On va en parler plus tard. On préconise plutôt le WordPress qui va s'installer sur un hébergement. Et on va en parler tout à l'heure. Moi, je vous conseille un truc, si vous voulez vraiment essayer WordPress, c'est le local WP qui vous permet complètement d'essayer WordPress sur votre machine, c'est-à-dire que l'outil est directement installé sur votre PC. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir créer votre site comme si vous étiez sur un WordPress hébergé, sauf que vous allez être sur votre machine. Donc, évidemment, votre site sera pas visible, enfin, ne sera visible que par vous, mais au moins, ça vous permet déjà de tester, je dirais, l'outil sans vous poser la question du coût, hein, puisque un WordPress.com, ça a un coût derrière. C'est aussi comment dire,
c'est un peu verrouillé aussi. C'est-à-dire que WordPress.com, on a vu des cas où on ne pouvait pas forcément tout faire ou rajouter des extensions qui étaient payantes. Enfin, voilà, c'est un peu plus compliqué que de vraiment le WordPress.org. Donc, si vous prenez WordPress.org, par exemple, ça demande un peu plus de compétences là, pour le coup. C'est-à-dire vous allez pouvoir télécharger WordPress en gros sur votre machine, vous n'allez pas pouvoir le faire tourner parce qu'il va falloir que vous ayez sur votre machine un serveur web, etc. Donc, vraiment, moi, c'est une option que je vous déconseille. Si vous voulez vraiment essayer WordPress, utilisez le local WP. Vraiment, là, au moins, vous avez tout. Vous avez un logiciel que vous téléchargez, le truc s'installe, crac, vous mettez un nom d'administrateur, etc. Et là, vous allez vraiment pouvoir tester sur votre machine WordPress. Donc, vous voyez, je vous ai mis un petit historique, enfin, une petite stat des CMS qui sont utilisés dans le monde. Donc, la stat date de jeudi soir. Donc, oui, C'est tout frais, hein. Ouais, c'est tout frais. Ouais. Donc ouais, WordPress écrase complètement le marché avec ses sites Internet. Il faut bien vous dire que souvent sur les sites Internet, quand vous voyez un site Internet, la plupart du temps, il est fait avec WordPress, alors peut-être par une agence, ben c'est WordPress qui est derrière. Et ce qui est assez fou, c'est que quand on utilise WordPress, en fait, c'est-à-dire que d'un thème à l'autre, d'une apparence à l'autre, en fait, on ne peut pas dire qu'un thème, enfin, on ne saurait pas dire un site si c'est fait avec WordPress ou pas. Quoi. Tellement c'est vraiment bluffant. Quoi. Donc, et après, évidemment, c'est là où les agences ont un vrai savoir-faire aussi. Hein. Il faut pas leur retirer ni les diaboliser, c'est elles ont vraiment un vrai savoir-faire. Après, les agences peuvent amener aussi de la création, du graphisme, de la fonctionnalité en plus qui ne serait pas. Voilà. Elles amènent aussi leurs compétences, mais je dirais qu'elles l'amènent sur une base WordPress. Donc, c'est assez rassurant. C'est assez rassurant. Ça permet d'avoir vraiment quelque chose sur mesure aussi, en Oui, fonction de ce dont on a ouais, besoin, quoi. ouais. Totalement personnalisable. C'est pareil pour les sites e-commerce, on retrouve à peu près le même principe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, vous avez soit des outils comme PrestaShop, en fait, alors c'est un outil qui est très connu, il a été longtemps, PrestaShop, ça a été un peu le WordPress du e-commerce pendant un moment, c'est-à-dire que PrestaShop, c'est un outil qui fonctionne exactement comme WordPress, sauf que lui ne fait que du e-commerce. La différence, c'est le coût, c'est-à-dire que PrestaShop, en fait, il s'est un peu emballé sur son succès et on est aujourd'hui sur des thèmes et des extensions, on est à partir de 150 € quand on veut quand même des choses un peu basiques. Donc voilà, PrestaShop, moi, c'est pas forcément quelque chose que je recommande en premier lieu. Alors après, ça dépend du budget que vous avez, etc. Mais il y a des choses comme WooCommerce, par exemple, on en parlait tout à l'heure, qui revient. Donc, je vous remets une couche sur WordPress, mais c'est une extension de WordPress qui permet de faire évoluer en fait un site vitrine qui serait fait avec WordPress et de mettre une couche de commerce en ligne dessus et ça fonctionne très très bien et ça ne coûte rien quoi. Donc alors les extensions WordPress, WooCommerce en est une, fonctionnent sur le comment dire sur le principe du freemium, c'est-à-dire qu'en fait vous avez toujours deux versions. C'est-à-dire que vous avez une version gratuite qui est fonctionnelle, et après, si vous voulez plus de fonctionnalités, à ce moment-là, ça devient payant. L'exemple que je cite tout le temps qui peut vous parler, c'est l'exemple du formulaire de contact, par exemple. Le formulaire de contact sur WordPress, la plupart du temps, quand vous installez un formulaire de contact sur WordPress, la personne qui va renseigner ces informations dans votre formulaire de contact, vous allez vous les recevoir sous la forme d'un mail. Eh bien, donc, ce qui marche très très bien au début. Après, si vous avez vraiment beaucoup de contacts dans ce formulaire, de personnes qui se saisissent dedans, peut-être qu'il va falloir à ce moment-là anticiper, enfin prévoir autre chose, c'est-à-dire que ce formulaire de contact, au lieu que vous le receviez sous la forme d'un mail, vous le receviez sous la forme d'un tableau. Un tableau Excel, par exemple. Et à ce moment-là, cette fonctionnalité-là, elle devient payante sur les extensions WordPress. Mais je dirais que globalement, avec les extensions qui sont proposées en version gratuite, on arrive déjà à faire tourner un site Internet et de manière assez pro, quoi, sans problème.
Et tu parlais du Shopify. formulaire de Ouais. contact, même sur WordPress, certains formulaires de contact sont hyper personnalisables. Mm. C'est-à-dire que même si vous êtes sur un site marchand, admettons un site e-commerce, on a un formulaire de contact, admettons votre entreprise, elle personnalise des objets, je ne sais pas. Vous pouvez, via le formulaire de contact, permettre à vos clients de transmettre pour vous des photos, des documents, etc. On peut poser des questions aussi via le formulaire de Ouais. contact. Donc, c'est vraiment personnalisable en fonction de vous, de vos besoins. Voilà. Ouais. Pour aller dans le sens de Mélodie sur la personnalisation, moi j'ai aidé une entreprise qui fait des gâteaux et qui voulait personnaliser, vous savez, un peu le format petit lu, et en fait les personnaliser. Et on a trouvé une extension sur WooCommerce qui permet en fait aux clients de dire eh bien, bonne fête papy ou vivement l'apéro, enfin, j'ai pas trop va. Et en fait, on peut vraiment complètement personnaliser les produits. Et ça, donc voilà, ça c'est vraiment du WordPress et on parlera, mais son site à Amélie, que j'ai accompagné à faire, il ne coûte pas grand-chose, quoi. Il coûte une centaine d'euros par an et elle n'a pas payé une extension, quoi. Donc on peut vraiment faire des choses assez pro et pas chères. Alors Shopify, là, c'est pareil, c'est un peu une plateforme, donc là, on est sur des choses un peu plus coûteuses là aussi. C'est-à-dire que le premier prix sur Shopify, on est sur 27 euros par mois, euh, sans forcément avoir quelque chose de très développé. En gros, pour avoir regardé là aussi pour la présentation de ce webinaire, quand on veut quelque chose de correct sur Shopify, il faut compter à peu près 80 euros par mois. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur des gammes de prix qui sont déjà au-dessus. Et enfin, Magento, là, on est vraiment sur des. Là, en fait, Magento, pour vous dire, c'est vraiment les sites e-commerce qui sont développés en ligne par les gros ténors sont faits avec Magento. Alors, Magento, qui depuis récemment s'appelle Adobe Commerce. Adobe, vous savez, c'est le ténor des logiciels graphiques, Photoshop, etc. Donc, qui a repris Magento. Donc, ça, pareil, une politique de prix qui est assez haute. Juste pour vous faire sourire, j'ai été voir sur la fiche de prix pour avoir un tarif sur Magento, c'est marqué sur devis. Donc ça vous donne déjà ça vous donne déjà une idée, du coût. C'est-à-dire que voilà, c'est pas accessible, quoi, en fait. Enfin, c'est pas accessible facilement. Mélodie, je te laisse la parole sur le choix du nom de domaine. Oui, alors avant, on a quelques petites questions. Déjà, David, une question pour toi, à savoir si tu es intervenant à la formation 4 jours en novembre 2022 à Trévenant, création, Non, c'est pas gestion moi. du site. Non, c'est pas moi. C'est Mais c'est pas grave. très bien. C'est pas Voilà. grave. Oui, mais Euh, après, par contre, on en reparlera à la fin. Qui pose la question, Mélodie? Ah, attends. Parce que du coup, j'ai coché. Alors, attends, 3 secondes, 3 secondes, 3 secondes. Mais bon, c'est pas très grave. C'est Monsieur Marley. Alors, Monsieur Marley, on peut par contre complètement se voir après ou avant si vous êtes en galère avec le site, ben voilà, on peut se voir avant pour regarder tout ça. Mélodie, on en parlera à la fin du webinaire. On peut vous accompagner Oui. sur les problématiques numériques. Mm. Donc non, j'anime pas la formation sur Trévenant, mais par contre, je peux vous accompagner à passer sans problème. Autre question, on a déjà le site internet, on peut changer d'hébergeur facilement. Alors, Alors, c'est le facilement qui ouais, me. Mais ouais, oui, ouais. on peut changer d'hébergeur. Alors oui et non, c'est-à-dire que par exemple, alors attendez quelques minutes, on va en parler tout à l'heure sur l'hébergement. On y revient. Je me note la question, on y reviendra. OK. Ensuite, une personne qui a fait donc un essai sous WordPress local et elle veut le faire définitivement. Comment on fait? Eh bien, alors là, ça passe donc avec le local WP, j'imagine. En fait, il faut prendre une extension genre Updraft Plus, un truc comme ça, par exemple, qui va pouvoir en fait faire le lien. C'est-à-dire qu'en fait, vous installez l'extension sur le local WP, votre sauvegarde en définitive, et la sauvegarde, vous allez la restaurer sur votre hébergement. Parfait. Alors, par contre, il faut faire attention à tout ce qui est en amont, c'est-à-dire que sur votre local WP, vous n'aurez pas une adresse de site internet.
C'est-à-dire que vous n'aurez pas www.melody.com, par exemple, vous aurez un local.melody.com. Enfin, voilà, le nom de votre site Internet, il est en local. Donc, il faut faire gaffe à ça, parce que sur votre site Internet, quand vous allez faire la bascule, il va falloir absolument que vous ayez les 3W. Sinon, votre site Internet il va Sinon, être ça perdu, fonctionne. il Ouais. ne sera pas accessible. Donc, il faut faire attention à ce point-là, mais sinon, ça se passe bien. Un site internet, enfin e-commerce, créé via wordpress.com, est-ce qu'on peut le refaire en utilisant wordpress.org? Enfin, en fait, le refaire, c'est un peu plutôt le migrer. Alors oui, pareil, c'est un peu le même principe. Moi, je vous conseille là aussi la case. Prenez pas de risque, c'est-à-dire que essayez déjà de le retransférer chez vous avec un local, par exemple local WP, où vous prenez une extension qui va faire pareil. Vous allez migrer votre WordPress.com vers local et essayez après de le. Sinon, moi, un truc comme ça, si vous voulez faire ça, moi, ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est prenez un hébergeur. Enfin, on va parler d'hébergement tout à l'heure. Prenez un hébergeur, je pense à O2Switch pour le citer, qui est capable, eux, de vous aider à transférer un site. Et au moins, comme ça, vous prenez vous prenez pas de risque, et deux, vous perdez pas de temps non plus à faire des essais, quoi. Merci. Ok. Merci, David. Allez, les noms de domaine, là, maintenant, on y va. Allez, les noms de Du domaine. rythme. Alors, c'est quoi un nom de domaine? Voilà, bonne question. Ok. Non, le nom de domaine, en fait, c'est l'adresse de votre site Internet. Par exemple, www.monentreprise ou mélodie.fr. Voilà. Le nom de domaine, c'est vraiment, donc, si possible, le nom de mon entreprise, mais vraiment vrai. Par exemple, mon entreprise s'appelle Mélodie Électricité. Non, le Ah ouais. Pommelec Électricité. Voilà. Mm. Dans ce cas-là, c'est mon nom de domaine également. Pourquoi? On va parler référencement après. C'est beaucoup plus logique, en fait, même dans la tête des gens, que mon nom de domaine soit mon nom d'entreprise. Parce que je connais le nom des boîtes du coin, etc. Et je les recherche sur Internet. Si le nom est différent, je ne vous retrouve pas. Et c'est quand même hyper dommage. Donc ça, c'est pour vraiment le nom de domaine. Et donc là, on va voir comment est composé en fait tout ça. Vous avez donc HTTPS, donc, qui est le protocole. S, c'est certificat de sécurité, il n'y a pas de souci, voilà, le site est sécurisé. Il est remplacé par un petit cadenas aussi, ce qu'on a l'habitude de voir. Et ce qui est hyper important, surtout si vous avez un site e-commerce, voilà, ça rassure toujours. Sinon, souvent, on ne va pas au bout de la transaction finale. Alors, www. Vas-y. pardon, j'interviens juste sur le HTTPS. Google aussi exclut de son référencement les sites qui sont pas en HTTPS. Donc, enfin, voilà, faut même pas se poser la question aujourd'hui. Il faut absolument que votre site il ait un certificat de sécurité et qu'il soit installé sur votre hébergement, et qu'effectivement vous ayez le fameux petit canal vert dont vous parlez, Mélodie, à l'instant. Mm. Donc après, donc vous avez le nom de domaine, donc pour nous artisanat-bfc.fr, et .fr c'est l'extension. FR pour France, mais j'aurais pu choisir .com si mon entreprise tendait à vendre sur le monde entier. Si vous êtes en Suisse, .ch, etc., en Italie, .it. Donc ça, vraiment, c'est l'extension. Ça peut être propre au pays, donc propre à sa zone de chalandise, on va dire. Mais si je veux, je peux acheter un nom de domaine artisanat-bfc.fr plus artisanat-bfc.com plus artisanat-bfc.be pour la Belgique. Voilà, admettons. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et si j'ai 3 extensions différentes, je vais faire en sorte qu'elles retournent vers un seul URL. URL https://www.artisanat-bfc.fr. Et comme le met David, cette URL, en fait, c'est le chemin d'accès qui permet d'accéder à mon site Internet à l'intérieur. Voilà. D'où l'intérêt de ne pas se planter quand on choisit son nom de domaine. Voilà. Et bien faire attention à en être propriétaire. Alors, on m'a posé la question pas plus tard que la semaine dernière. Vous dites qu'il faut être propriétaire de son nom de domaine, mais je ne suis jamais propriétaire vu que je renouvelle sa cotisation
tous les ans. Donc, effectivement, vous avez un droit d'usage en fait du nom de domaine. Vous n'êtes pas propriétaire au sens propre du terme parce que ça s'achète auprès d'un site. Voilà. Ça s'achète et ça se renouvelle chaque année. Voilà. Mais il vous appartient parce que c'est vous qui faites la transaction de le prendre et de le louer pendant 1 an tacitement reconductible. Quand on dit qu'on n'est pas propriétaire du nom de domaine, c'est qu'en fait, on délègue totalement cette partie-là au prestataire et que c'est lui qui fait la transaction et vous ne savez pas où est-ce qu'il l'a pris. Donc, vous êtes lié à lui à 3000% pour renouveler les choses. Voilà. Donc, nous, on vous conseille toujours de faire vous-même l'achat ou la location de votre nom de domaine. Comme ça, il vous appartient bien et vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Il y a plusieurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un nom de domaine, on a tous vu les conseillers numériques chambre de mission, on a tous vu cette pratique d'agences ou de prestataires qui en fait réservent en leur nom en fait le nom d'une entreprise, le Mélodie Elec dont on parlait Mélodie tout à l'heure, ça serait ça, c'est-à-dire que admettons que moi je suis une agence, alors certes pas très scrupuleuse, mais j'enregistre en mon nom, c'est un moyen aussi de tenir Mélodie et de l'obliger à passer par moi, quoi, en fait, et après de l'embêter. Et ça, on en a tous vu. Donc c'est vrai que en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans un domaine, il y a plusieurs rôles, en fait. On appelle ça des rôles, c'est-à-dire qu'il y a le rôle du titulaire du nom de domaine, il y a le rôle du contact technique et il y a le rôle de contact administratif, si je ne dis pas de bêtises, du contact administratif. Et donc, vous, il faut absolument que vous soyez titulaire du nom de domaine. C'est pour ça que charité bien ordonnée, commençant par soi-même, vaut mieux se l'enregistrer pour soi et après, voilà, vous le mettez à disposition. Mais au moins, vous savez où c'est fait et comment c'est fait. Complètement. Donc voilà pour la base du nom de domaine. Et .fr, .com, etc., vous pouvez prendre les deux et les migrer. Ça permet de sécuriser le truc, en fait, et de se dire si demain, j'ai un concurrent qui veut me plomber un peu, prendre le même nom de domaine que le mien et prendre un .com, alors que moi, j'ai déjà un .fr, et ben, moi, vous sécurisez la chose et il ne pourra pas vous le prendre. Voilà. Conseil sur le choix du nom de domaine. Donc, on le disait, cohérent avec le nom commercial, s'il vous plaît. Vraiment, vraiment. J'avais eu un cas où la personne se plaignait, entre guillemets, qu'il n'y avait pas assez de visites sur son site, mais l'adresse, enfin le nom de domaine, ne correspondait pas du tout au nom de l'entreprise. Forcément, c'est dur de faire le lien. Voilà. Donc, s'il vous plaît, le nom commercial, en fait, c'est celui qui est vraiment de partout. C'est celui aussi, je rebondis, qui est sur vos réseaux sociaux. Le nom de l'Instagram, du Facebook, du TikTok, machin, etc. C'est le nom commercial. Idem pour le site Internet. Voilà. Et idem pour l'adresse mail aussi. Voilà. Il est court, en fait, pour qu'il soit facilement mémorisable. Si, par exemple, je mets Mélodie Le Pommelec, électricité, 58 Nièvre, c'est peut-être un petit peu long, surtout qu'il peut y avoir énormément de facteurs de faute d'orthographe. Donc, c'est très compliqué. Donc, on évite. Essayez d'avoir voilà, quelque chose de court qui impacte. On s'en souvient, on cherche, on trouve. Assez accrocheur, forcément. Hein, par exemple, voilà, j'ai pas d'idée ce matin, mais vous pouvez mettre une pointe d'humour ou autre, c'est tout à fait possible. Mais voilà, attention à ce qu'il soit mémorisable court et pas de ponctuation. On ne met pas de ponctuation hein, dans les noms de domaine. Évitez les accents. On a vu que c'était possible il n'y a pas longtemps, mais évitez-les parce qu'on ne les met pas forcément. Donc, on peut passer à côté de votre site internet à cause d'un simple accent. Et mettez-vous à la place de vos clients. Ils ont vu dans les bouchons votre camion, c'était voilà, il y avait le flocage sur le véhicule avec l'adresse de votre site, mais on ne se rappelle pas toujours du site internet complet, mais on se souvient du nom de l'entreprise. Et bien, facile à prononcer, facilement mémorisable, que je puisse après m'en rappeler et voilà, le retrouver rapidement. Donc, mettez-vous voilà, à la place de vos clients et qu'est-ce qui est impactant, qu'est-ce qui est percutant, qu'est-ce qui fait que je vais trouver rapidement votre site internet. Voilà. Et je parlais de la ponctuation, les tirés en font partie. Trop de tirés, tu les tirés. Hein. Un ou deux, ça va, mais pas plus. Enfin, même un seul,
voilà, c'est bien, mais pas plus. Ouais. Pensez tout le temps au référencement sur le nom de domaine, c'est pareil. Là. Moi, je sais que les accents, pour moi, c'est la plupart du temps, ils sont de toute façon pas acceptés. Et les outils de référencement référencent en anglais américain, donc il n'y a pas d'accent. Donc, il vaut mieux absolument les éviter. Ce qu'on se dit aussi, c'est la juxtaposition des lettres, ce qui est marqué dans l'exemple, de ne pas avoir justement des lettres qui soient juxtaposées, parce que ça devient difficile à lire. Alors, j'ai une petite question, Mélo, sur les domaines. Sur le transfert est-ce qu'on peut transférer en gros un domaine, quoi? Est-ce qu'on peut transférer un domaine? C'est-à-dire que Oui, j'ai acheté mon domaine chez un fournisseur A, est-ce que je peux l'emmener chez le fournisseur B? bah pour moi, oui. Ouais, ouais, sans problème, ouais. Il n'y a aucun souci avec Ouais. ça. Ouais. C'est ce qu'on dit tout le temps. En fait, c'est une image qui est hyper simple à assimiler. C'est l'image de la portabilité de votre numéro mobile. Ah C'est-à-dire qu'en oui. fait, aujourd'hui, vous êtes chez SFR, demain, vous allez partir chez Orange. Bon, en général, c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe. Mais vous voulez aller chez Orange, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir transférer votre numéro. Chez le domaine, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez acheté votre domaine sur Google Domain, par exemple, puisque c'était la question. À partir du moment où c'est vous qui en êtes vraiment propriétaire, donc d'où l'importance de l'être, vous allez pouvoir complètement transférer ça s'appelle comme ça, la fonction s'appelle comme ça, transférer votre domaine. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, vous allez racheter votre domaine chez un fournisseur B. Le fournisseur B va voir que le fameux domaine qui est mondialement connu, Mélodie Elec, est déjà pris. Eh bien, il va vous demander de justifier que vous soyez propriétaire. Et à ce moment-là, vous allez aller vers le fournisseur A, prendre un code de transfert, ça s'appelle comme ça, le code AUTH transfert, renseigner ce code, prendre le code du fournisseur A, le donner au fournisseur B pour bien justifier que c'est bien vous qui en êtes propriétaire. Et comme ce code est unique, eh bien évidemment, à partir du moment où l'un et l'autre ont le même code, ça veut donc dire que c'est vous qui en êtes propriétaire et le domaine va pouvoir être complètement transféré chez le deuxième fournisseur. Et idem avec, il y avait la question tout à l'heure, avec l'hébergement. Voilà. J'ai un hébergement chez OVH, je veux passer chez O2 Switch, c'est tout à fait possible. Voilà. D'où Ouais. l'intérêt, en fait, à la base, comme on disait tout à l'heure, de vous bien avoir votre nom de domaine et votre hébergement. Voilà, après, ils sont liés et vous faites votre site. Mais ça vous permet d'avoir 1 plus 1 égale 2. Donc, de faire ce que vous voulez avec 1 et 1. Voilà. C'est un Pardon, petit, après. c'est un petit côté Jean-Claude Van Damme qui me plaît beaucoup. Merci Mélodie, elle va me faire la journée. Voilà, on passe. Donc oui, au niveau du coup, c'est vrai qu'on nous pose souvent la question. Tout dépend du nom que je vais choisir. Plus on se rapproche d'un nom connu, par exemple, plus je me rapproche d'un L'Oréal, plus en fait il peut y avoir d'amalgame et ça peut être cher. Et après, tout dépend aussi de. Donc, plus je suis dans les inconnus, pas le sketch des inconnus, mais dans les inconnus, et ben, plus ce sera bien accessible, donc peu cher. Et après, tout dépend aussi de l'extension choisie. Gardez quand même une extension .fr, .com les plus Mm, courants. Après, on part dans des choses un peu exotiques. mm. Et c'est moins logique. Voilà. Donc, restez quand même dans des choses très, très courantes et connues. Et ce sera plus facile pour vos clients et donc pour attirer plus de monde vers votre site Internet. Et donc, voilà pour la partie coût du nom de domaine. Après, au niveau du nom d'adresse mail, ça, c'est plus au niveau de l'hébergement Ouais. que ça va se jouer. Voilà, on le verra après. Grosso modo, ouais, compter entre 5 et 10 euros par an, c'est vraiment ça. Ouais. On est En, dans les prix. en- en général, voilà, Voilà. un nom de domaine en .fr, vous êtes à 7 euros et en .com, on n'est Mm. pas loin des 10, quoi. C'est à peu près Ouais. la moyenne. Donc attention, par contre, si vous en prenez deux, le .fr et le .com, il va y en avoir. Donc vous aurez deux noms de domaine, donc il y aura deux facturations
Voilà. Et certainement, effectivement, que le .com sera un peu plus cher que le .fr. Oui, pour vérifier sa disponibilité, super, parce que du coup, vous allez devoir vérifier que vous pouvez bien le prendre. De toute façon, quand vous allez essayer de l'acheter, il va vous dire si c'est pris ou pas. Nomdomaine.com, par exemple, vous permet, ou sur le site de l'hébergeur, hein, vous permet de voir en fait si votre nom de domaine est déjà pris ou pas. Et ça vous permet justement de le modifier pour pouvoir prendre le vôtre qui correspond au nom de votre entreprise. Donc là, on avait l'exemple de notre collègue Muriel, admettons muriel-formation.fr. En recherchant, ça va nous dire du coup s'il est disponible ou pas et à quel coût. Voilà. Donc après, la question qui se pose aussi, c'est je viens de créer mon entreprise ou je vais la créer dans peu de temps. Je sais que je veux un site internet, mais je ne suis pas encore prêt. Vous pouvez tout à fait le prendre déjà, donc le réserver. Ça assure en fait que personne d'autre ne le prenne à votre place en attendant de créer véritablement votre entreprise. Donc, ça permet de le protéger, entre guillemets. Et dans ce cas-là, je vais aller jusqu'au bout de la démarche. Je prends le .fr, je prends le .com pour être sûr qu'il soit totalement disponible pour moi. Voilà. Il n'est pas possible. Alors, c'est pas disponible, donc de trouver un autre, attendre qu'il devienne disponible. Ouais. On ne peut pas se mettre d'alerte, par exemple, si je vois murielformation.fr, il est déjà pris. Je ne peux pas le réserver dans l'attente que Muriel ne renouvelle pas son nom de domaine. Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, par contre, je peux demander de le racheter, je crois. Oui, c'est le transfert, ouais. Je peux demander à le racheter. Ouais, c'est le ouais. Ouais. Alors, après, si elle veut, après, ça reste de la stratégie d'entreprise. Imaginez, je suis pas sûr qu'un Coca-Cola, Adidas ou Auchan, ou alors sauf avoir énormément d'argent et encore, ils soient prêts à le revendre. Après, c'est un peu. Alors dans les entreprises artisanales, ça se joue souvent au nom commercial. Euh, Ce qu'il faut, c'est regarder quand même si ça n'existe pas. Moi, ce que je conseille quand même, il y a un formulaire CERFA pour ça, c'est que à la création d'entreprise, en fait, il vaut mieux directement déposer le nom de domaine. Ouais. Comme ça, c'est vous comment dire, Qu'il qui en avait. justifiez l'antériorité, en fait. Et avec ce formulaire CERFA, ça se dépose en même temps que en même temps que vos formalités d'entreprise, en définitive, vous mettez ça avec, mais au moins c'est vous. S'il y a un pépin, en fait, s'il y a deux mélodies ELEC qui existent, eh bien c'est le premier qui sortira en fait la preuve comme quoi il avait déposé le domaine avant qui gagne en fait. Et c'est l'antériorité qui prime, vraiment. Donc, ouais, donc le rachat, après, pour racheter, il faut que le vendeur accepte de vendre. Accepte. Ouais. Et ça me fait penser aussi, faites une recherche donc d'antériorité si le nom de domaine existe déjà, tout comme quand vous créez votre entreprise. Voilà, Ouais. si votre entreprise n'est pas encore créée, hein, vous allez faire une recherche d'antériorité, par exemple au niveau de l'INPI, pour savoir si le nom commercial de votre entreprise est déjà pris. C'est un peu la même chose et même les deux sont complètement Ouais. liés. Voilà. Alors, je te reprends un petit coup. En fait, ils sont liés, mais en vrai, ils ne le sont pas. C'est-à-dire que Non. Enfin, on intervient, toi et moi, dans les packs micro, et on dit tout le temps aux gens qui créent une entreprise, attention, quand vous créez une entreprise, certes, vous allez faire une recherche d'antériorité, etc., pour savoir si la marque ou le nom commercial existe, mais par contre, les noms de domaine, c'est à part. Et il faut vraiment vous renseigner à part justement pour connaître ces histoires de nom de domaine. Alors ça me permet de répondre et de te faire une pause, Mélodie, à Ornella qui pose la question comment on fait pour s'inscrire pour un nom de domaine. En fait, en fait, ce sont des prestataires pour ça. Alors, je ne sais plus où ça va être marqué, c'est peut-être après, mais on peut vous le dire tout de suite. En fait, c'est des prestataires genre Gandhi, LWS, One and One, OVH, O2 Switch. Ce sont des prestataires qui vendent des sites Internet. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'image, elle est comme le numéro de téléphone. C'est-à-dire que vous allez avoir un SFR, un Free, un Bouygues, c'est pareil. Donc là, il y a des fournisseurs pour ça. Donc, en fait, vous allez. Alors, moi, je vous conseille, tiens, je vais vous le mettre dans la discussion. Je vous conseille celui-là à LWS. Alors, pas qu'en termes
d'outils techniques derrière, ils soient pas forcément bons, mais ils ont un outil qui permet de vérifier hyper facilement si c'est dispo ou pas. En gros, vous tapez le nom de domaine que vous voulez, il va vous marquer en orange, c'est pas bon, en vert, c'est bon. Et comme ça, vous savez tout de suite. Euh, donc voilà, donc ça, Après, tu as nomdomaine.fr aussi qui te permet ouais, de le dire. ouais. Mais pour trouver un site pour inscrire un nom de domaine, donc pour acheter son nom de domaine, On va ça le va voir après, passer ouais. voilà, par OVH ou de Ouais, Switch, etc. Ceux qui en général proposent l'hébergement avec, ouais, c'est ça. faire d'une pierre deux coups. Mm, Un plus un égale deux. Le, 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 le truc, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, les O2 Switch, LWS, OVH et compagnie, sont pas des gens avec qui vous allez travailler de manière régulière. C'est-à-dire que quand vous allez enregistrer votre domaine, vous allez le faire, ou votre hébergement, mais c'est à vous de le reconduire. C'est-à-dire qu'ils vont vous relancer. Le risque, ouais, on a toujours un peu ce discours de dire attention, c'est des gens que vous allez oublier. C'est-à-dire qu'ils ils sont pas votre fournisseur de farine, ils sont pas votre fournisseur de perles si vous faites des colliers, bracelets, etc. Donc, nous, ce qu'on conseille systématiquement de faire, c'est que voilà, vous achetez votre domaine au 17 octobre 2022, et bien vous mettez un rappel au 1er octobre 2023 dans votre téléphone, comme quoi vous avez le renouvellement de votre domaine à faire. C'est une bonne pratique et au moins vous allez vous y repenser. Euh, Parce qu'en fait, effectivement, votre fournisseur va revenir vers vous, va vous envoyer des mails et le risque, c'est que vous le considériez comme un spam, en fait. Et moi, j'ai eu plein d'entreprises comme ça qui disent, ah ben, j'ai oublié, pourtant j'ai été relancé, mais j'ai pas fait gaffe que c'était mon domaine, quoi, en fait. Donc voilà, c'est une bonne pratique à avoir. À toi. L'adresse mail associée, on en parlait tout à l'heure. Alors, pour moi, c'est un peu plus dans l'hébergement, mais il y a le lien avec le nom de domaine. Pourquoi? Parce que quand je vais prendre mon nom de domaine, on le verra après, je peux prendre en fait avec l'hébergement des adresses mail pour mon entreprise. Quand je prends mon nom de domaine, melody.com, et ben du coup, si je prends en même temps avec mon hébergement des adresses mail pro, ça veut dire qu'en fait, je vais avoir par exemple contact@melody.com ou melody.fr, peu importe. Donc c'est ça, le nom de domaine en fait va venir en terminaison de mon adresse mail. À la place d'avoir @gmail.com, je vais avoir mon entreprise ou artisanat.fr, etc. Vous pouvez en avoir plusieurs. Pourquoi en avoir plusieurs? On se dit, bah, une, ça suffit, hein, contact, arrobase, machin, etc. Plusieurs, c'est bien parce que si vous êtes nombreux dans l'entreprise, vous pouvez en avoir pour différents usages ou différents services. Par exemple, Paul Martin, le dirigeant, voilà. Et en dessous, secrétariat, arrobase, nanana, contact, arrobase, nanana, comptabilité ou compta, arrobase, etc. Ça permet après donc, de faciliter les échanges avec vos clients. Au moins, ils s'adressent directement aux services concernés. Donc, pensez-y aussi en amont de la création du site Internet, parce que cette étape-là, elle va se faire au moment où vous allez prendre en fait votre nom de domaine et votre hébergement. Voilà. C'est plus professionnel d'avoir quand même un nom de domaine en terminaison d'adresse mail plutôt que yahoo.fr. Voilà, ça engage un petit peu plus, c'est plus, voilà, plus pro, plus sérieux. Après, ça n'empêche pas que les autres fonctionnent très bien, hein, @gmail.com, ça fonctionne. Mais voilà, pour un rendu plus pro, c'est quand même plus agréable d'avoir le nom de domaine en terminaison d'adresse mail. Par contre, ça implique impérativement de bien renouveler la cotisation, on va dire, hein, de son nom de domaine et après on le verra de son hébergement. Voilà. Parce que si je ne renouvelle pas l'abonnement, la cotisation de mon nom de domaine, je perds potentiellement mon site et mes adresses mail. Voilà. Donc attention à ça. Ça va. L'hébergement, du coup. Oui, alors j'étais en train de répondre à Karine pour un montant d'un point .ch. Alors je vais le faire comme ça. Un montant d'un point .ch est à peu près les mêmes coûts qu'un point .fr ou un point .com. Par contre, vous ne pouvez pas acheter un point .ch si vous n'habitez pas en CH. En En Suisse. gros, vous pouvez pas. En fait,
le .ch n'est réservable que si on habite en Suisse. Donc ça, c'est excessivement... alors je pense qu'on a quelqu'un qui est dans le Haut-Doubs ou vers le Jura, enfin pas loin de la Suisse. Un Et donc, frontalier. un frontalier, ça s'appelle. Donc évidemment, je comprends la demande, mais faites attention à ça. Voilà, les points .ch sont réservés, et pareil pour les points .be d'ailleurs, sont réservés aux gens, aux résidents. Enfin, plus exactement, il faut pouvoir justifier que l'entreprise réside en Suisse ou que vous habitiez vous en Suisse, etc. C'est pour pouvoir le faire. Donc, pour ça qu'en général, on dit un .fr et un .com. Ouais, alors la bonne parade, si vous voulez toucher les pays frontaliers que nous avons, c'est le .com en fait. Comme ça, vous ne posez pas de questions. Effectivement, les résidents suisses vont plutôt avoir le réflexe du .com que le .fr. Donc voilà, la bonne parade, c'est ça. Alors, l'hébergement. Qu'est-ce qu'on a à dire? Donc, en fait, un hébergement, c'est quoi? On a parlé du nom de domaine qui va être en gros l'enseigne de votre site Internet. Et l'hébergement, c'est un site Internet, c'est ni plus ni moins que des fichiers informatiques. Donc, à un moment donné, il va bien falloir les mettre quelque part. Et donc, c'est le fameux disque dur qui va contenir vos contenus. Vos fichiers, vos photos, vos textes, etc., vos pages. Et donc, ce contenu, il faut qu'il soit accessible depuis l'Internet et surtout connecté 24 sur 24. Donc, certes, c'est pas très sobriété énergétique, ces petites choses-là, mais c'est quand même une réalité et c'est le besoin qu'on a, quoi. Donc, aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'autre solution que ça pour rendre accessible un site Internet. Donc, en gros, c'est quoi? On a des boîtes. Alors, Mélodie, vous en parlez tout à l'heure. Effectivement, quand vous allez réserver votre nom de domaine, la plupart du temps, et si vous avez surtout un projet de site Internet derrière, penchez-vous tout de suite sur la question de l'hébergement, parce qu'en fait, les deux sont évidemment intimement liés. Vous réservez forcément votre hébergement, puis dessus votre nom de domaine. Donc, en gros, un hébergement, ça coûte entre 70 et 100 euros par an. Que vous ayez ça pour un site internet vitrine ou e-commerce. Ce qu'il faut surtout, c'est, alors, j'ai plutôt tendance à vous dire, ce qu'il faut surtout, c'est voir qu'est-ce qui va vous permettre de différencier un hébergeur d'un autre. Moi, je dirais que c'est aussi le contact téléphonique. C'est-à-dire que vous êtes ici, en gros, sur des énormes prestataires nationaux qui eux-mêmes ont leurs sites internet sont hébergés. Enfin, les sites internet qui reçoivent sont des gros ténors mondiaux. Je pense notamment à OVH. OVH, c'est un mastodonte au niveau de l'industrie numérique. C'est une boîte qui est française, mais au demeurant, ils hébergent des contenus qui sont très, 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 très importants, des énormes sites. Donc, souvent, et là, c'est pareil, c'est pas un jugement de valeur, c'est l'expérience. On peut voir quand même que les sites d'artisans, voilà, bien souvent, ça ne les branche pas trop. Voilà, ils déploient pas une énergie folle là-dessus. Nous, on a plutôt tendance à vous conseiller de faire avec de Switch, où là, on a un contact humain qui est assez surprenant. C'est-à-dire que voilà, vous les appelez, ils vous répondent, ou ils vous disent tiens, j'ai un problème pour transférer mon site internet, on avait la question tout à l'heure. Et ben, ils vont soit le faire, soit vous dire la méthode pour le faire, etc. Et enfin, franchement, nous, on a été vraiment surpris dans les installations qu'on a pu faire avec les entreprises et du contact qu'on a eu avec au-dessus. Alors, OVH, ça reste évidemment une super référence, mais il faut quand même être un peu autonome. Il faut quand même être un peu autonome par rapport à ces gens-là, quoi. Ne serait-ce que pour créer des adresses mail. Au-dessus, il y a un mauvais côté, on peut le dire, c'est que leur interface technique est assez technique pour le coup. Donc c'est un peu, ouais, il faut connaître un peu le truc, ouais, pour créer les adresses mail, etc., quoi. Une fois que votre hébergement est pris, en général, on n'a pas trop à y Ouais, revenir. Ça va surtout être de la mise à jour du site internet. Donc, vous n'irez pas tant que ça après sur la plateforme même de l'hébergement, pour vous rassurer.
Ouais. Ouais. En fait, l'hébergement, vous allez y aller au début pour mettre en route vos adresses mail, paramétrer les adresses mail, pour paramétrer le WordPress. Et après, Ouais. effectivement, tout se passe dans l'outil WordPress, quoi, pour la partie Si vous site passez par Internet. WordPress. Ouais, si vous passez par WordPress. Après, ce qu'il faut vous assurer quand même par rapport à l'hébergement, c'est de vous inquiéter quand même euh, qu'il y ait une sauvegarde. C'est-à-dire qu'en cas de pépin de votre site Internet ou de votre messagerie, de bien vous assurer auprès de votre prestataire, donc OVH, Gandhi, ou de Switch, que vous ayez bien un backup des informations et à quelle fréquence. C'est-à-dire qu'au pire, qu'est-ce que vous perdez, quoi. Ça, il faut vraiment vous en assurer avant. Alors, en termes de coûts, alors vous voyez, moi celui-là, je crois que c'est ma diapo préférée parce que on a souvent, nous, dans les conseils de chambre de métier, on l'a tout le temps. C'est-à-dire quand on a des gens en entretien, ils nous disent ah moi j'ai fait mon site avec Wix, Wix c'est gratuit. Non, bah non, Wix c'est pas gratuit quand on passe vraiment en version payante pour enlever la pub, pour amener des fonctions, etc. On est dans des prix qui sont quand même pas quand même pas négligeables. Et donc vous voyez si on prend les hébergements, on a ici, on va en gros de 47 euros à plus de 200 euros sur les hébergements. Donc après, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Souvent, ce qui va se faire, c'est alors il y a une coquille dans le diaporama, c'est un domaine offert, parce que ouf, ça ne veut pas dire Ah, grand-chose. je me dis, qu'est-ce qu'il a voulu mettre par ça? C'est offert. Et en fait, c'est offert la première année surtout. C'est tout ça qu'il faut comprendre. À chaque fois qu'il y a une étoile, c'est toujours offert la première année. C'est-à-dire que l'année d'après, vous rajoutez le coût de l'extension, et c'est là qu'on disait entre 10 et une dizaine d'euros par an. Donc sur l'hébergement, ce qui va jouer, c'est l'espace disque. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire quelle capacité vous avez, qu'est-ce que vous allez mettre dedans, qu'est-ce que vous pouvez mettre dedans. Le nombre de mails, je ne l'ai pas marqué sur le diaporama, c'est une erreur. Le nombre de mails, ça aussi, c'est quelque chose qui peut changer d'un type d'hébergement à un autre. Entre l'hébergement perso et l'hébergement pro chez OVH, c'est quelque chose qui peut changer aussi. Donc le nombre de mails que vous allez pouvoir créer et aussi le trafic. Donc le trafic, c'est-à-dire que alors là en principe on est tout en trafic illimité, mais il y a des prestataires qui limitent le trafic. C'est-à-dire que vous allez alors si vous avez par exemple 1000 connexions qui arrivent d'un coup sur un site internet, et ben le site il peut se mettre un peu en réserve et puis avoir des ralentissements. Hein, donc ouais. Et je pense qu'on peut un peu plus expliquer au niveau de l'espace disque, parce que l'hébergement, voyez ça comme le disque dur interne de votre ordinateur. Plus je vais avoir de médias, donc des photos, peut-être des vidéos, du support, et ben plus ça va prendre de la place dans ce disque dur. Et s'il arrive au bout de ses capacités, ben, un ordi va ramer. Et ben là, du coup, c'est pareil, ça va pas aller, voilà, ça va pas être très positif. Donc faites attention aux médias que vous voulez diffuser sur votre site internet, à leur taille. Et si vous avez beaucoup de photos, diminuez les photos en amont. Ça évitera de manger trop de place sur justement l'espace de l'hébergement. Ça, c'est important. Ouais. Alors, on a Léa qui est toute perdue, donc n'hésitez C'est pas. trop technique. Ouais, revenez vers vous. En gros, comparez, voilà, c'est ça. On parlait tout à l'heure dans WordPress aussi. Alors, pardon, Léa, je vais remettre une couche de technique, mais on parlait des extensions aussi. C'est pareil, les extensions rajoutent, prennent aussi de la place sur ce fameux disque dur qui est sur Internet. Donc, voilà. Prenez quelque chose qui est en illimité, comme ça vous n'avez pas trop de problèmes. Mais voilà, c'est l'image que donnait Mélodie, elle est parfaite. C'est vraiment l'image d'un disque dur que vous avez sur votre machine. Évidemment, à un moment donné, ça se remplit, quoi. Donc il faut trouver des solutions pour économiser de la place. Et Mélodie, j'ai vu ton rappel sur le timing, on va accélérer le mouvement. Alors, une des dernières étapes, le contenu. Donc évidemment, le contenu dans sa partie écrite. C'est-à-dire qu'ici, il va falloir
absolument avoir, on l'a déjà dit tout à l'heure, donc je remets une petite couche rapide, donc avoir des contenus qui soient uniques. N'allez pas faire du copier-coller, chez les voisins, parce que évidemment ça se voit. Non seulement ça se voit, mais en plus Google est très très regardant sur ces choses-là. Donc le risque, c'est que vous sortiez du référencement Google. Une fois encore, on l'a déjà dit tout à l'heure, à qui le site va servir, à qui je m'adresse et quels sont mes objectifs. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux faire un site pour présenter mon savoir-faire? Donc il va falloir penser aux photos, etc. Le style écrit que je vais utiliser. Pensez à ce qu'on disait tout à l'heure. Si j'ai une cible d'ado, ben, évidemment, je vais les tutoyer. Je vais plutôt tutoyer plutôt que d'utiliser le vous si je veux écrire quelque chose. Enfin, voilà, ça va être des choses comme ça. Donc, bien adapter le langage et les contenus, à vos clients. D'accord. Une petite animation qui ne sert à rien. La préparation du contenu, elle est capitale. Là aussi, je vous renvoie sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le cahier des charges. Le cahier des charges va vous permettre en fait de préparer justement vos contenus et de préparer donc une arborescence. Je vous ai fait un petit schéma là pour illustrer ça, c'est-à-dire de bien préparer comment vous allez présenter votre site internet et comment vos clients vont naviguer dedans. Donc ça, c'est vraiment, donc il faut que ce soit le plus simple possible. Mélodie vous l'a dit tout à l'heure, donc retenez la leçon. L'usage, c'est le mobile, quoi. Il faut absolument penser mobile. Vos clients sont sur mobile, donc allez pas faire des menus qui s'imbriquent sur 12 niveaux, alors que le client, avec son petit doigt, il va galérer sur son téléphone. Donc il faut vraiment faciliter l'accès. Pensez également aux mots-clés. Donc ça, c'est capital. Mélodie va vous en parler juste après sur le référencement. Il faut absolument que votre contenu il serve à quelque chose. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire du contenu pour remplir des pages. Il faut absolument que ce contenu il serve au référencement. Donc le coût des mots-clés, il est absolument capital. Nous y voilà. Là aussi, ça c'est quelque chose qui va servir au référencement. Donc vous voyez qu'avec l'âge, je me répète parce qu'on a pensé mots-clés, on vient de le dire. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir du contenu qui soit riche, c'est-à-dire qu'il faut absolument, on n'est pas dans un alignement, je dirais, de mots-clés. Ça, c'était les sites internet des années 90-2000. On mettait des mots-clés. Là, on est vraiment Google et une intelligence artificielle, fameux algorithme là, qui va vraiment rechercher des contenus. Donc, préparez-vous psychologiquement à ce que chaque page de votre site internet ait 300 mots, quoi. 300 mots. Donc, alors, à peu près. Idéalement. Voilà. Ouais. Parce que ce n'est pas toujours évident en fonction de ce que vous avez à dire de trouver 300 mots. Ouais, c'est ça. Voilà. En fait, non seulement c'est pas évident, et ça permet aussi d'être un peu raisonnable sur le nombre de pages qu'on veut mettre. C'est-à-dire que ça permet, plus vous allez avoir de pages, plus il va falloir démultiplier le boulot pour amener ce fameux contenu qui est vraiment capital. Alors, je vous ai mis comme ça juste pour la bonne bouche, utiliser les HN. En fait, les HN, c'est quoi? C'est la présentation. Je vous ai mis l'image, c'est le référencement, c'est les H1, H2, H3. C'est en fait simplement de présenter vos pages avec des titres, vous savez, avec une hiérarchie dans l'organisation des paragraphes. Donc ça, c'est capital. C'est avec ça que Google vous référence, en fait. Il va fouiller dans ces trucs-là, et s'il voit une page qui est bien structurée avec un grand titre, avec un titre A, un titre B, un machin, ça lui plaît, et il va référencer votre site internet. Des phrases courtes, du contenu actualisé, et évidemment, pas de page avec que des mots. Une image, on en parlera là tout de suite. Hop là, j'enchaîne sur la suivante. Une image valant 1000 mots, vous le savez, il va falloir que vous ayez des images sur votre site internet pour rendre votre page bien plus dynamique. Vous savez aujourd'hui comme moi que quand vous mettez une image, enfin un texte sur un post Facebook, personne ne le lit. Vous mettez la même chose en version image sur un réseau social, évidemment, c'est plus lu, c'est vu. Donc là, sur un site internet, c'est pareil. Ce qui est vraiment important, je ne vous fais pas la lecture de la diapo que vous avez sous la main. Ce qui est vraiment important, c'est la partie qui est écrite en bas. Compressez vos images, c'est-à-dire que vous ne prenez pas vos images directement depuis votre appareil photo, depuis
depuis votre téléphone et vous les bombardez pas comme ça sur votre site, il va falloir absolument passer par la case retouche pour qu'elle soit petite. C'est-à-dire que vous êtes sur un écran d'ordinateur, vous n'êtes pas sur des 4x3 en ville enfin, voilà, vous n'êtes pas sur de l'imprimerie, donc vous n'êtes pas contraint par une qualité. Hein. Voilà, il faut que l'image soit propre, mais il ne faut pas qu'elle soit d'avoir une image qui fasse la taille d'un 4x3, ça n'aurait aucun intérêt sur un site internet. Et on parle de taille d'image parce que Ouais. du coup, ça a un lien direct avec le poids de l'image. Oui. Kilooctets, mégaoctets, etc. Plus l'image elle est lourde, plus elle va prendre de place dans l'hébergement et moins ce sera fluide après quand on va consulter votre site. Ouais. Voilà. Alors, on peut mettre une couche aussi là-dessus. Vous savez, sur les réseaux où on nous dit, ouais, on a de la 5G, de la 4G partout, mais dites-vous bien qu'il y a encore des zones en France qui sont des zones blanches où il faut absolument que l'image, elle s'affiche vite, quoi. Et enfin, pour votre site internet. Donc, tout le monde n'a pas de la 5G, tout le monde n'a pas de la 4G non plus. Donc, pensez toujours au plus petit et voilà, et le plus gros s'adaptera. C'est la même chose. Donc là, on est vraiment typiquement sur les 3 points renommés, renseignés, la balise halte et le descriptif. On est vraiment sur le référencement. Donc ça, c'est vraiment des choses je vous ai mis une capture d'écran exprès. Ce sont vraiment du WordPress. Là, on est vraiment dans WordPress et vous voyez qu'en fait, ça va vous permettre à votre image d'être référencée. Et Google, vous savez, le fameux Google Images, en fait, va chercher là-dedans pour référencer les images, en fait. Hein, donc, il n'y a pas de baguette magique, c'est le texte qui référence les images. Donc, si votre texte n'est pas renseigné, ou si votre image s'appelle DCIM 1414, machin, ça ne veut rien dire. Alors que si vous marquez Macaron, chocolat, café, là, ça va marcher. Chocolat, café, et ben, évidemment, on comprend ce que ça veut dire. Alors, on parlait de retoucher, on parlait de dimensionner les tailles. Vous avez évidemment des outils pour ça. Alors, on vous a mis les outils classiques de retouche et qui sont gratuits, que sont Photopea et GIMP, qui sont globalement des outils qui sont l'équivalent de Photoshop. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Donc, il en va de même pour les créations de visuels. Vous avez le célébrissime Canva qui vous permet là aussi d'amener du contenu puis bien présenté. Ça n'empêchera pas, une fois encore, les règles qu'on vous disait tout à l'heure sur la taille, le poids et surtout le texte sur renommer les images. C'est vraiment important. Alors, là aussi, des obligations légales. Alors, à chaque fois dans les webinaires, c'est pour ma pomme, là. Les obligations légales. Je vois là, un petit côté journal aussi. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'un site Internet, il y a des obligations légales. La première d'entre elles, la première obligation légale, c'est d'avoir des mentions légales. Une mention légale, c'est il faut absolument que votre site Internet, on sache, enfin, le navigateur, l'utilisateur de votre site Internet, il faut absolument qu'on sache qui il est en face de lui. C'est-à-dire qu'il faut absolument, à l'instar que vous avez un extrait d'immatriculation métier ou commerce, et bien sur votre site Internet, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une page, enfin un endroit sur lequel soit mentionné qui vous êtes, votre numéro sirène, un numéro de téléphone, une adresse physique, le nom du dirigeant, la forme juridique, où est l'hébergeur, enfin qui héberge votre site Internet. Ça, c'est une obligation légale. Et évidemment, après, on ajoute, c'est-à-dire que si vous avez un formulaire de contact, il va falloir penser politique de confidentialité, donc RGPD, et évidemment, si vous avez une boutique en ligne, il va falloir penser conditions générales de vente. Alors pour les politiques de confidentialité et conditions générales de vente, là, on saurait trop vous conseiller de vous rapprocher d'un juriste. C'est vraiment la bonne pratique à avoir. Voilà, faites pas n'importe quoi avec ce sujet-là parce que c'est un sujet qui vous engage. C'est-à-dire que si vous mettez des conditions générales de vente que vous avez été pompé chez un concurrent, etc., ça ne sera pas forcément adapté à ce que vous faites vous. Et en cas de pépin avec un client, ça serait les conditions générales de vente qui feraient foi. Hein. Donc il faut vraiment être très très vigilant sur le point des obligations légales. Alors, les mentions légales, c'est assez fastoche à faire, je vous l'ai dit, dans les grandes lignes, c'est qui vous êtes. Par contre, politique de confidentialité et
et conditions générales de vente, là, il faut vous faire assister. Alors, nous, sur les conditions, enfin, sur le RGPD, on peut vous assister là-dessus, c'est pas trop un problème. Par contre, dans la rédaction, etc., il vaut mieux aller voir un juriste, c'est quand même une sage précaution. C'est la base légale, en fait, des potentiels litiges que vous pouvez potentiellement avoir. Donc, c'est hyper important parce que c'est ça qui va définir comment on va solutionner les éventuels litiges qui peuvent exister. Donc, c'est hyper important. Gagner en visibilité, optimiser le référencement. Donc, on en a déjà dit quand même pas mal finalement depuis le début. Avoir un site, c'est bien. Le trouver, c'est encore mieux. Donc, on va travailler ce qu'on appelle le référencement. Donc, il y a 2 référencements qui existent, soit le référencement naturel ou le référencement payant. Payant, et ben voilà, c'est comme illustré en fait sur cette slide. C'est l'annonce que vous avez dans les résultats de recherche Google. Ça veut dire qu'en fait, j'ai acheté des mots-clés ou j'ai acheté en fait du référencement pour que mon site internet soit retrouvé directement en haut, au premier résultat de recherche Google. Tout ce qui est après, c'est le référencement naturel. Voilà. Ça veut dire que je l'ai travaillé derrière quand j'ai construit mon site internet, quand j'ai créé mes pages, mes articles, etc. Et là, on le voit bien, 10 meilleurs photographes à Dijon, on a de la description en dessous. Voici la liste complète de nos meilleurs photographes, etc. On a des mots-clés qui apparaissent, photographe, Dijon. Donc ça, c'est des choses importantes. Sur l'adresse à côté, on a bien Côte d'Or, Dijon, etc. Ça, en fait, c'est des éléments qu'on travaille après quand on crée la page Internet. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec David. Donc, hyper important. Et ça, en fait, si on fait son site via WordPress, alors on n'a pas d'action chez WordPress, voilà. Il y a des outils qui vous aident à créer ça, en fait, pour que ce soit hyper ludique, j'ai envie de dire, parce que le but, en fait, vous allez créer votre article ou votre page. Et en bas de votre page, vous allez avoir analyse SEO, comme on voit là sur l'écran. Et là, en fait, mon but, c'est de passer tous mes points rouges en vert. C'est le but du jeu. Donc, je vais travailler en fonction d'eux pour que ça passe au vert. Et quand c'est tout vert, ça veut dire que mon article, ma page, elle est OK au niveau du référencement, donc que j'ai travaillé les points essentiels. Ça veut dire que j'ai des mots-clés. Ça veut dire que les balises que David nous donnait tout à l'heure, des H1, H2, etc., ça a été fait. Les mots à l'intérieur sont correctement utilisés. Les phrases sont bien faites. Les images sont définies. Elles sont nommées, elles ont un texte alternatif, elles ont toutes les choses qui permettent à ma page d'être correctement référencée sur Internet. À quoi ça sert? Tout simplement à ce que si je cherche, admettons, je pose une question à Google sur l'ordi, si dans ma page, ça répond à cette question-là, que j'ai bien travaillé mon référencement, mon site va être en quasi première page et premier résultat des recherches Google. Et c'est ça qu'on veut pour capter justement le flux de visiteurs sur notre site, pour après les transformer si besoin, etc., en fonction de mon objectif. Donc, travaillez bien toutes les pages de votre site internet. Et puis, voilà, c'est pour entrer dans la technique, c'est environ 300 mots. 300 mots, c'est bien, mais on ne peut pas toujours. Si on ne peut pas, c'est pas grave, parce que Google analyse aussi comment l'article, comment la page est créée. Si je mets du blabla pour du blabla, des textes sans queue ni tête, il va le comprendre et donc du coup, je vais être vraiment plombée au niveau du référencement. Donc, si j'atteins pas les 300 mots, c'est pas grave, mais il faut que je construise correctement mes phrases en fait et que je parle vrai, tout simplement. Dans mes 300 mots, je vais utiliser des mots-clés. Donc, c'est tout le champ lexical autour de mon activité, autour du thème que je décris, par exemple. Et ça, je peux le mettre, par exemple, en gras de temps en temps ou en surligné. Et ça vient attirer l'œil, en fait, du visiteur. Donc, ça, c'est hyper important aussi. Et ça permet une meilleure lisibilité de l'article. Ça fait moins plomber paragraphe, texte, quoi.
Et voilà, donc ça va attirer l'œil. Comme en dessous, voilà l'exemple que tu as mis, David. On a des titres, ils sont un peu plus gros, ils sont en gras, ils sont en couleurs différentes. C'est assez coordonné. J'ai des mots qui sont soulignés, j'ai peut-être des mots en gras. C'est plus agréable à la lecture. Et donc, du coup, ça participe au référencement Ouais. finalement de notre site Puis, Internet. on a mis cette page aussi pour vous montrer, c'est un peu une bonne pratique. Alors, il ne faut pas tout faire comme ça, mais c'est une pratique à avoir voyez, de ressasser un peu, de reparler sur le référencement, justement. C'est-à-dire que on valorise agrandissement Maison Belfort, en gros. Et vous voyez que le mot est cité plusieurs fois dans plusieurs paragraphes et ça permet justement à Google, à Google de De capter trouver vos pages l'information et et de de la mettre en capter. Ouais. avant. Ouais. Un truc aussi qu'il faut absolument faire, c'est enregistrer. Donc Google met à disposition des outils. C'est le cas de la Google Search Console en fait qui vous permet en fait d'enregistrer votre site internet. Alors ça me permet de répondre à Hélène qui nous pose une question. Donc, c'est une des choses, une des actions aussi à faire si vous voulez que Google trouve votre site, c'est de l'enregistrer chez lui. Donc, c'est par le biais de ces outils-là. Effectivement, Hélène, vous avez raison, il faut aussi le faire chez les autres. C'est le cas de Bing, Quant, etc. Alors, si je dis exactement ce que je pense, Hélène, est-ce qu'on peut faire le référencement est possible sur d'autres moteurs de recherche? Oui, Quant, DuckDuckGo, etc. Évidemment, tout ça est possible. Après, il ne faut pas trop vous paumer non plus. Dites-vous bien que celui qui va être vraiment utilisé aujourd'hui, c'est Google en définitive. Donc, ne gaspillez pas votre temps partout, faites-le vraiment là où c'est pertinent, parce qu'aujourd'hui, Et le taux Google, d'utilisation parce que c'est le premier. Par contre, n'oubliez pas Bing. ouais, On l'aime pas trop, mais il commence à monter un petit peu. ouais. N'oubliez pas Bing. Souvent, il est installé de base sur les ordinateurs. Et ceux qui ne gèrent pas trop restent sur Bing et ne pensent pas aller sur Google. Donc, ne négligez pas Bing quand même. Voilà. Ouais, il est enregistré comme moteur de recherche par défaut dans Edge Ouais. maintenant avec Windows 10 ou 11. Ouais. Donc oui, ouais, tu as raison. Ouais. Qu'est-ce qu'on a après? Ah, c'est à moi. Alors, le site internet, ouais, c'est votre vitrine digitale. Donc, alors évidemment, un site internet, donc c'est un éternel recommencement, c'est-à-dire que évidemment, il va falloir réactualiser votre site internet. C'est pareil pour faire le lien avec ce que vient de vous dire Mélodie sur le référencement. Évidemment, un site internet qui n'est pas actualisé va tomber dans les abîmes de Google, que ça, vous pouvez en être sûr. Donc, il va falloir tout le temps ramener du contenu, des nouvelles photos, de nouveaux articles, de nouveaux produits, etc., pour faire connaître votre site. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Un site, c'est pas fait une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'un site, une fois que vous l'avez mis en route, c'est comme un catalogue dans un commerce, quoi. Un catalogue, évidemment, vous allez le réactualiser. Un site internet, c'est pareil. Donc, il va falloir toujours que vous ayez quelque chose à dire. Donc, c'est pour ça qu'on reboucle sur ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire que le coût du blog, c'est une bonne idée que de coller un blog sur votre site internet, puisque ça va vous permettre comme ça d'amener du contenu chaud sur votre site internet. Donc voilà, bon, je ne vous fais pas la lecture, d'autant qu'on est top à la bourre, donc on va, on va avancer un petit peu. Alors, accompagner le lancement. Donc là aussi, ne lancez pas votre site internet tant que vous n'aurez pas fait les tests de tout ce qui est attesté, c'est-à-dire que les formulaires, les liens sur votre fiche Google, les liens sur vos réseaux sociaux, etc. Il faut absolument que vous testiez l'intégralité des fonctionnalités avant de le mettre en ligne. Sinon, on ne pourrait pas envisager qu'un client tombe sur votre site internet et qui puisse pas, voilà, qui arrive sur une page où il ne se passe rien ou une erreur 404, ça serait dramatique, quoi. Hein, donc, voilà. Donc pareil, sur les réseaux sociaux, ben, vous allez là aussi accompagner votre lancement, c'est-à-dire que vous allez faire la promo de votre site internet sur vos réseaux sociaux. Donc peut-être qu'un petit coup de pub payante, ça peut être aussi une opportunité sur les réseaux sociaux pour accélérer un peu le mouvement. Enfin, voilà, ça, c'est des choses auxquelles il faut pas s'interdire et à étudier, quoi. Mais
Voilà, donc Il faut les en parler sauvegardes. et il faut que le site soit Ouais, vraiment inscrit de partout sur tous vos outils de communication, mais vraiment tous, tous, tous. ouais. C'est comme ça qu'en fait, après, vous aurez des visites Des sur votre visiteurs, ouais. site. C'est capital, un peu. Pourquoi pas. Alors, si vous avez une boutique physique, bah, pareil, mettez, ou vous faites des marchés. Enfin voilà, il faut vraiment répandre la bonne parole, un grand coup de flyer, de carte de visite, aussi le bouche à oreille. Pourquoi pas une campagne de newsletter aussi. Il y a des outils, Mm. il y a des outils pour ça. Si vous avez les adresses mail, nous, on parle souvent de Sending Blue dans nos webinaires qui permet d'envoyer 300 mails par jour. Enfin voilà, c'est une super opportunité pour une entreprise artisanale et de faire connaître son site internet. Le but du jeu, c'est vraiment prêcher la bonne parole. Un truc tout bête, mais les articles de presse. Si vous avez de la presse locale, voilà, pourquoi pas. Voilà, solliciter votre correspondant local pour voir s'il peut pas vous faire un article. Enfin, voilà, il y a aussi, ça passe aussi par ces biais-là, et ça fonctionne bien, quoi. On a une petite question par rapport aux actualisations. Donc, on l'a dit, hein, c'est hyper important. Est-ce qu'il y a un rythme particulier pour les mises à jour du site? Alors, moi, j'ai envie de dire, c'est en fonction des actualités que vous avez à y mettre aussi. Mais si vous n'avez jamais rien à dire, il faudra trouver des choses à dire. Voilà. Mais il n'y a pas de périodicité idéale. C'est pas comme les réseaux sociaux où il faut y être tout le temps. C'est vraiment en fonction de ce que vous avez à communiquer auprès de votre cible. Voilà. Tu es d'accord avec moi, David? Absolument, tout le temps. Je suis toujours d'accord, j'ai pas le choix. De toute façon, donc, je suis absolument d'accord avec toi. Oui, oui, non, mais il faut, voilà, après, il faut pas faire du remplissage pour du remplissage, Non. mais il faut un peu se forcer. Il faut un peu se forcer. Et je vous dis, après, il y a des outils où vous pouvez chaîner aussi votre Facebook et votre site Internet. Avoir des Mm. extensions comme ça qui vous permettent de ramener du fil d'actualité. Mais oui, sur le site Internet, c'est bien d'avoir du contenu, pas avoir un site qui soit Même ça peut être statique. juste des nouvelles photos. Mais oui, c'est ça. Voilà. Non, enfin, on vous souhaite que vous vendiez tous les La jours et plus bannière ou souvent. autre. Ouais. Voilà, ça peut être un nouveau produit que vous réalisez. Enfin, enfin, c'est un peu la même logique que les réseaux sociaux, quoi, mais adapté au site Internet. Donc, Ouais. ça s'actualise aussi facilement qu'un site Internet. Hop là. Est-ce que, alors, on n'a pas lancé de petits questionnaires, sondages, Pas le temps. à savoir si vous souhaitiez être accompagné ou si vous souhaitiez qu'on vous recontacte pour d'autres questions ou autres. Voilà, donc on a eu pas mal de questions, on y a répondu tout au fil de la présentation. Je pense qu'on peut se laisser un petit moment quand même pour s'il y a des questions qui viennent pour qu'on Oui, puisse vous aider et y répondre. Et n'hésitez pas, du coup, dans le question-réponse ou même le chat, si vous voulez, nous demander, nous dire si vous avez l'envie qu'on vous recontacte ouais. pour aller plus loin dans les échanges au niveau du numérique avec vous. Voilà. Je vous mets comme ça, vous pourrez le prendre en photo. Enfin, c'est le cas de Martine. On préfère que ça vienne de vous. Je vous laisse la diapo quelques secondes à l'écran, que vous puissiez prendre en photo et puis nous rappeler, nous rappeler. Alors attention, hein, qu'on s'entende, hein, on vous accompagne pour ces sujets-là. Pour autant, on n'est pas prestataire. On ne réalise pas pour vous les sites Internet. Ça, c'est vraiment important. Qu'on définisse bien notre cadre d'intervention. Mais voilà, vous avez toutes nos coordonnées qui s'affichent à l'écran. N'hésitez pas à les prendre en photo. Et puis à nous recontacter. On est vraiment à votre disposition. Et donc, il y a donc un intérêt de ne pas sous-traiter la création du site pour pouvoir faire nous-mêmes l'actualisation. Et ben là, c'est la balance, hein, temps, budget. Ouais. C'est uniquement ça, c'est le choix que vous allez faire. Est-ce que vous avez le temps de le faire ou est-ce que vous avez les moyens de le déléguer? Voilà. Ouais. Donc, Ça à peut vous être, de voir. ouais, ça peut être l'un et l'autre, c'est-à-dire que ça peut être peut-être imaginer la conception du site par une agence et qu'après, vous, derrière, vous fassiez l'actualisation. Oui, C'est quelque chose qu'on met systématiquement au cahier des charges. Donc, c'est absolument que l'entreprise puisse être en capacité d'actualiser elle-même ses contenus. Donc, ça, c'est ça peut être, important. ouais, Ouais. ça peut être un équilibre entre les deux.
Alors, on a une petite question de Dominique sur les. Alors, les juristes, non, ne sont pas forcément des avocats. Alors, les avocats sont des juristes plus, mais il y a des juristes qui sont, voilà, qui ont des compétences, Oui, qui sont spécialisés. des compétences juridiques, mais voilà, ça peut être. Il y a des juristes, voilà, c'est des gens qui sont à part et qui ont des connaissances sur le droit. Il y a des juristes qui sont spécialisés sur le RGPD, par exemple. Vous Mm. pourrez faire appel à eux pour vous aider sur la politique de confidentialité, etc. Et on n'a pas répondu à une question sur le nom de domaine sur Google Domain. Est-ce qu'on peut l'utiliser sur Wix? Et ben là, Ouais, j'ai un trou aussi. je ne sais pas pourquoi, mais je ne pense pas, parce qu'il a été Ouais, pris par Google et alors ça dépend. Si c'est un .com, un .fr classique, on doit pouvoir faire une redirection. Par contre, si c'est genre un Google Site.com, ça ouais, effectivement c'est ouais, non, quoi. non, ouais. Vraiment un nom de domaine, c'est ce que vous avez expliqué, Mélodie, tout à Mm. l'heure. C'est mesplantevertes.fr, voilà, mon aspirateur.com. Enfin, voilà, c'est vraiment un truc comme ça. Ça, c'est le programme de la soirée. Ouais, ça donne envie, hein. Ouais, je sais. Très bien. T'as pas Eh bien, repassage.com, non? aussi. Aussi. Ok. Ouais, ok, pareil. On va reprendre du coup, nous, vos demandes de recontact. Ça se dit pas, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Via le question-réponse et voilà, on fera le lien. Donc après, vous donc, nous retrouvez, hein, vous avez nos coordonnées sur l'écran. Vous pouvez nous retrouver aussi sur cette semaine, nous, David et moi, ou nos collègues aussi, pendant toute la semaine. Pas tous les jours, hein, parce qu'on fait quand même chacun ses thèmes. Donc toute cette semaine, donc sur les autres webinaires qu'on a. Donc pendant cette semaine qui est dédiée vraiment pour nous au numérique. Et donc, il y aura des points précis sur certains thèmes, donc notamment les modules de paiement pour le site Ouais. e-commerce, les réseaux sociaux, un peu de droit, on va dire, sur la partie image, voilà, ce qu'on peut faire ou pas. Voilà, Ouais. différents sujets très variés quand même, mine de rien, mais toujours sur le pan du numérique. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire. Voilà, vous avez l'adresse directement sur vos écrans. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les autres thèmes, allez-y, vous pouvez y aller. Le nombre de places, il est quasi illimité. Et merci à vous pour votre présence, vos questions et Merci. l'interactivité qu'on avait, même si on est en webinaire. Très, très bonne journée. À bientôt. À bientôt, merci à Au tous. revoir.